Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Expression de supériorité de Jean-Pascal Dalloz. Comparant les modalités et les logiques de distinction élitiste à l'échelle planétaire et à travers les âges, cet ouvrage constitue une somme absolument inédite. Celle-ci repose sur des décennies d'observations dans de nombreux pays, ainsi que sur la consultation de milliers d'études relevant d'une douzaine de disciplines. Au fil de chapitres thématiques, relatifs aussi bien aux attitudes corporelles révélatrices qu'à la distinction par l'intermédiaire des animaux, se voit souligné à quel point la symbolique de l'éminence peut revêtir des formes variées, et parfois même diamétralement opposées. Après avoir publié 2 ouvrages théoriques qui ont été salués comme renouvelant profondément l'analyse du sujet, Jean-Pascal Dalloz nous offre ici une fascinante synthèse empirique, attachant toute l'importance qu'il mérite au clivage culturel entre les sociétés. Jean-Pascal Dalloz est directeur de recherche au CNRS et Faculty Fellow à l'Université de Yale. Auparavant, il a notamment été en charge de plusieurs instituts de recherche en Afrique, Senior Associate Member à l'Université d'Oxford, professeur de sciences politiques à celle d'Oslo, et il a présidé pendant plus de 10 ans le comité des recherches comparatives de l'Association internationale de sociologie. Ses nombreux écrits consacrés aux élites, qu'il porte sur les dimensions symboliques de la représentation politique ou l'analyse de la distinction sociale, ainsi que ses travaux relatifs à l'approche culturelle de la comparaison, ont recueilli un large écho à l'échelon international. Des notes sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Introduction. Cet ouvrage entreprend de comparer les pratiques de distinction sociale à l'échelle planétaire et au fil des siècles. Son objectif est notamment de montrer combien la symbolique de l'éminence peut revêtir des formes variées, voire opposées, quoiqu'ayant généralement leur logique. Le parti pris consistant à identifier toutes sortes de modalités distinctives et à en tirer des analyses comparatives représente une réaction contre plusieurs types de démarches. Primo, il ne s'agira pas de produire ici un catalogage énumératif, mais de raisonner en termes de divergence et de similitude. Secondo, le livre se situe résolument aux antipodes des grands systèmes théoriques, ayant cru pouvoir réduire le phénomène à quelques principes majeurs qui seraient ubiquitaires. Tertio, comme je viens de m'en expliquer en préambule, le propos ne se veut aucunement normatif. Je ferai remarquer que les 2e et 3e veines vont d'ailleurs souvent de pair. Lorsque la préoccupation est une radicale critique des mécanismes de domination, l'essentiel revient à dévoiler des processus structurels, soi-disant omniprésents, tandis que les particularités éventuelles des univers de sens seront tenues pour négligeables. Exploration comparative, qui se fonde non sur des préjugés dogmatiques, mais sur les éléments empiriques rapportés par les spécialistes de multiples disciplines, ne saurait que déboucher sur un constat d'assez forte diversité. À titre d'aperçu de l'approche suivie, je vais brièvement donner 3 illustrations de codes contradictoires. En matière de salutation, il y a des contextes où la personne de rang inférieur est régulièrement censée adresser son respectueux bonjour à plus élevé qu'elle, par souci de déférence. Il y en a où elle ne doit rien faire de tel car c'est au supérieur qu'échoit l'initiative d'octroyer un signe de reconnaissance au subalterne, ou de l'ignorer. Prenons ensuite l'exemple d'un domestique sermonné. Il sera escompté en certaines contrées qu'il maintienne les yeux baissés, manifestant ainsi sa soumission voire de la honte. Mais autre part, ce genre de conduite pourrait être appréhendé comme exprimant un manque d'attention à l'égard des reproches proférés. Du point de vue de nombreux analystes, qu'importent ces propensions antinomiques. Ce qui compte est que lesdites interactions énoncent un rapport de pouvoir, et qu'au final, le dominant demeure en position prépondérante, contrôlant la situation. Tout l'objet de ce livre est au contraire d'attacher le plus grand intérêt à ce type de clivage nullement superficiel, en s'efforçant d'en saisir les motivations. Mais pour l'heure, voici une 3e illustration délibérément différente.
Les robes à traîne ont durablement constitué un indice d'appartenance au milieu privilégié. Comme l'a bien montré Veblen dans son ouvrage sur la classe de loisirs, arborer de très amples vêtements sous-entend que l'on n'est pas astreint à un quelconque labeur. Symétriquement, en Hollande au XVIIe siècle, les servantes portaient des jupes légèrement plus courtes, ce qui facilitait leurs mouvements et renseignait sur leurs conditions subalternes. Or, dans la Chine des Ming à la même époque, un hanfu touchant le sol était dévalorisant. Il s'agissait notamment là du sort des veuves de la haute société, qui n'avaient le droit de les ajuster avec un ourlet qu'après 1 an de deuil. J'ajoute que les évolutions de la mode ont parfois encouragé les robes à rien retroussées, afin de laisser apparaître de jolies chaussures, de délicates chevilles ou de somptueux jupons. Autrement dit, un même indice est-il passible de renvoyer à des conventions en total contraste. Leur interprétation correcte présuppose une bonne intelligence des codes en vigueur. Ceci ne relève pas d'un exercice futile, mais devrait se situer au cœur de l'analyse de la distinction, qui ne saurait faire l'économie de ce genre de paramètres. Par-delà les frontières disciplinaires. Le cheminement ayant rendu possible cette synthèse n'a rien d'orthodoxe. Une douzaine de disciplines contribuent, peu ou prou, à alimenter nos connaissances des processus distinctifs. Il aura fallu par conséquent, non point creuser patiemment des sillons au sein d'un champ élu, mais opter pour une sorte de parcours omniscient. Je m'empresse de souligner que l'intention n'était évidemment pas de se substituer aux chercheurs œuvrant dans tel ou tel secteur. En revanche, il importe pour le comparatiste de prendre en considération tous les savoirs disponibles, quelle que soit leur provenance. Il est fort probable que les aperçus qui seront livrés de certains aspects, de certaines sociétés ou périodes, paraîtront succincts aux yeux de spécialistes. Cependant, le recul que confère une vision étendue, englobant nombre de contextes, du néolithique au monde contemporain, et un large éventail d'éléments déterminants, engendre une compétence d'une autre nature. Lorsque s'y agrège une solide maîtrise de l'intégralité des théorisations existantes, il permet de pointer les approximations de divers emprunts conceptuels et de suggérer des parallèles susceptibles d'échapper à l'expert, se cantonnant dans d'étroites recherches. Assez souvent, en effet, il s'avère que les auteurs ignorent les analyses de sciences adjacentes et croient faire de pseudo-découvertes. Ces éclaircissements apportés, passons maintenant en revue les principales disciplines sur lesquelles mes comparaisons reposent. S'agissant des entités très anciennes notamment, les lectures archéologiques sont loin d'être secondaires. Dominées à l'origine par des amateurs privilégiant une démarche empirique, plutôt classificatoire, cette activité a longtemps dédaigné les formalisations abstraites avant de se rapprocher de l'ethnologie à des fins d'interprétation, puis de participer aux débats fondamentaux animant les sciences sociales d'aujourd'hui. L'archéologie est capitale, ne serait-ce qu'en raison de la priorité qu'elle accorde à l'étude des biens de prestige, fréquemment les seuls dont on conserve des restes, et à l'avènement de sociétés dites complexes, fruit d'un processus d'institutionnalisation des inégalités. Eu égard aux ouvertures qu'elles prodiguent sur des communautés non occidentales, et surtout au relativisme qu'elles induisent, les perspectives ethnologiques agrandissent profitablement nos horizons. Certes, quand l'anthropologie, désignation alors plus appropriée, se lance dans le repérage de prétendus invariants structurels, la discipline emporte-t-elle moins la conviction. Il est heureusement des chercheurs de terrain s'intéressant aux questions de statut et d'ascendant, qui attachent toute l'importance qu'ils méritent aux substrats locaux. L'histoire va nécessairement occuper une place primordiale dans les chapitres qui suivent, tout particulièrement celles nous aidant à concevoir à quel point les sociétés du passé sont comme des pays lointains, selon la formule consacrée, avec leur mentalité souvent si distante. En la matière, nombre de spécialisations, l'histoire culturelle, l'histoire du corps, etc., se révèlent très pertinentes pour retracer des dynamiques, des renversements parfois, et nous garder de tout anachronisme. En dehors de monographies et de rares recueils d'articles traitant directement du sujet, plus d'une réalité captivante se dissimule dans des ouvrages ne l'abordant qu'au passage. La collecte s'apparente ici à une patiente quête de l'élément significatif.
Nous allons voir que l'histoire de l'art s'avère fort instructive aussi. Balançant entre des perspectives purement esthétiques s'employant à définir des styles et d'autres appréhendant l'art en tant que miroir de la société, la discipline apparaît des plus fécondes pour ce qui nous concerne lorsqu'elle déchiffre les modalités de mise en scène élitiste. Les études minutieuses de portraits notamment, des choix vestimentaires, comme des poses et des accessoires distinctifs, nous permettent de saisir le pourquoi de maintes conventions, à la fois en soi et au travers des représentations. L'on pourrait légitimement estimer que la sociologie constitue un pilier central. Cependant, si ces apports empiriques sont indéniables, la science de la société se sera surtout occupée de théorisation. Les enquêtes sur la distinction ont tendu à s'inscrire dans des cadres préconçus, sur un mode déductif. Or, compte tenu des rivalités entre écoles, il s'agit davantage, la plupart du temps, de défendre son appareil théorique de prédilection face aux vues concurrentes que de découvrir des aspects originaux sans a priori. En ce sens, bien des interprétations qui devraient relever de l'hypothèse font figure de présupposés. Vient de surcroît se greffer une tenace propension à l'intellectualisme. Les investigateurs se complaisant de plus en plus dans des postures militantes et réduisant beaucoup d'occurrences à des facteurs explicatifs au sociologisme étriqué. Il n'en demeure pas moins que de nombreuses études de cas, basées sur l'observation, abondent en notations passionnantes. Y compris au sein de livres où les points sélectionnés ont une fonction excessivement démonstrative, se trouvent parfois décrites des manifestations de distinction mémorables. Aux contributions de la sociologie, il faut adjoindre celles de disciplines connexes. Ainsi, certaines lectures socio-économiques portant sur la consommation, le marketing sont fort utiles. Il en va pareillement en sociolinguistique, comme on le verra. La psychosociologie, branche se focalisant sur les interactions entre individus ou petits groupes, regorge d'analyses sophistiquées, s'interrogeant par exemple sur les effets stimulants ou déstabilisateurs de la confrontation avec plus ou moins bien lotis que soi. Des auteurs se situant à l'intersection de la géographie et de la sociologie produisent également des travaux enrichissant notre compréhension du rapport à l'espace, à la mobilité, entre autres, a fortiori quand ils sont sensibles au perspectivisme culturel. Ensuite, gardant à l'esprit que les rapprochements avec les comportements animaux ont assurément leurs limites, l'éthologie a des choses à nous dire au sujet de l'expression de la primauté via de multiples signaux réitérant les hiérarchies. Je ne saurais oublier les écrits politologiques examinant les vecteurs de suprématie d'élite, que l'on peut qualifier de politique, mon autre grand thème d'étude. Enfin, je n'ai pas hésité à puiser dans les ouvrages de fiction, éventuellement complétés par les commentaires dus à des chercheurs en littérature. Maints dispositifs de distinction y sont dépeints, avec discernement. Certains romans offrent aussi des témoignages ressuscitant des codes, des gestes disparus, même s'il convient d'aborder ce genre de texte averti des précautions d'usage. Il est possible effectivement que des contraintes stylistiques altèrent ce qui se voit exposé, phénomène bien connu dans les manuscrits médiévaux, ou que l'écrivain invente, force le trait. Pour donner une illustration parmi les centaines que j'ai retenues, le Jin Pingmei, l'une des œuvres chinoises les plus fameuses, qui fourmille de notations sur des objets précieux, les parures, d'éblouissantes cérémonies, doit-il être regardé comme une satire ou une description digne de crédibilité de l'univers en question? Il reste que l'on aurait tort de dédaigner le corpus littéraire. Analyse interprétative. Les penseurs classiques de la distinction sont parvenus à échafauder leur modèle au prix de gros efforts d'abstraction. Plus les schémas sombrent dans l'abstraction, n'est-ce pas? Plus ils paraissent applicables à toutes sortes de cas. Or, lorsque l'on prend en compte une multitude d'études empiriques et leur luxe de détails, la masse d'informations engrangées peut sembler difficilement compatible avec un exercice opérationnel de théorisation. Toutefois, est-il permis de raisonner autrement, non en quête quasi obsessionnelle de constante, à l'imitation des sciences dures, mais d'identification de configurations variées selon une optique plus respectueuse de la diversité culturelle des sociétés humaines.
C'est pourquoi ce qui va être développé ici se démarque de la veine essayiste, fascinée ou dénonciatrice, brossant sur un mode anecdotique le style de vie des personnes évoluant au sommet, comme des illusions des grandes constructions théoriques à prétention universelle. Il ne s'agit pas pour autant de renoncer à l'analyse, mais de saisir que tout examen sérieux de la distinction sociale ne saurait être qu'une entreprise de mise en lumière de scénarios fréquemment dissemblables. Dans les chapitres à venir, nous allons certes rencontrer plus d'un axe transversal, ayant trait par exemple aux usages distinctifs de la verticalité ou de la distance. Néanmoins, j'aurai l'occasion de relever bien des logiques antithétiques. L'éminence reposant sur l'extrême visibilité ou l'invisibilité, jouant plutôt sur la qualité ou la quantité, l'ancienneté ou la nouveauté, l'isolement ou l'entourage, le confort affiché ou l'autocontrainte élitiste, etc. Ce à quoi invite une telle démarche est une approche accordant toute l'importance qu'elle mérite au sens que les acteurs sociaux confèrent à leur représentation et à leur pratique, soit un type de scientificité ne visant pas à l'abstraction généralisatrice, mais à l'interprétation de la signification. Pour reprendre l'une des illustrations données antérieurement, le surplus de tissu d'étrenne peut assurément être appréhendé comme une assertion d'opulence en certains contextes. Cependant, une robe balayant le sol sera susceptible de déprécier celle qui la porte dans d'autres. Lorsque j'en viendrai à la question de l'entrave distinctive, éventuellement compensée par l'intercession de tiers, à celle de la domesticité noble, et aux querelles de préséance pour savoir qui était censé tenir les queues des dames au pinacle de la pyramide statutaire, l'on constatera que le thème recèle des complexités plus remarquables encore. Je rallie ici la tradition interprétativiste, préconisée par Clifford Geertz, dans la continuité de la méthode dite compréhensive de Max Weber. Elle nous incite à pénétrer véritablement les univers de sens, comme je m'emploierai à le faire tout au long de cet ouvrage. Celui-ci est composé de 17 chapitres thématiques où seront dégagées bien sûr de grandes lignes, mais qui se verront pondérés par la prise en considération de multiples disparités culturelles. Ces chapitres se répartissent en 4 parties. Une première consacrée aux signes extérieurs, une deuxième aux signes incorporés de distinction, une troisième à la valorisation par l'entourage et une finale aux confrontations directes. Chacune sera précédée d'une introduction relative aux propriétés des biens de prestige, à l'intériorisation de la supériorité, à la vicariance, et aux interactions en lien avec le statut, respectivement. Même si l'ensemble des éléments répertoriés contribue à une tentative de synthèse inédite, n'entre évidemment nulle aspiration à l'exhaustivité, le dessein étant surtout de présenter des aspects éloquents. J'ajoute que s'il s'avère clarificateur de dissocier ainsi nombre de facettes, nous verrons qu'elles s'entrecroisent souvent. Première partie, signes extérieurs. Sur les biens de prestige. Parmi tous les marqueurs de l'éminence sociale, la possession de biens matériels de valeur est sans doute celui qui vient en premier lieu à l'esprit. Qu'il soit synonyme de raffinement, de fiabilité, de confort, ou grandement désirable eu égard à leur rareté, ces signes extérieurs constituent souvent l'indice le plus visible de l'appartenance au rang supérieur. Composant un univers foisonnant, ils offrent une excellente introduction à la diversité et à la complexité des logiques de distinction. Si l'on met de côté les écrits philosophiques autour de la perpétuelle question du luxe par rapport aux besoins réels de l'homme, c'est à l'ethnologie que l'on doit les réflexions fondatrices sur le sujet. Partant de leurs observations de terrain, maints enquêteurs ont cherché à établir des listes d'éléments extrêmement valorisés. Il en a été tiré l'hypothèse d'un clivage bien de subsistance, bien de prestige. Ces derniers étant principalement utilisés pour les parures des dignitaires, les rituels ou en tant que monnaie d'échange. Cependant, une telle dichotomie s'est vite vue critiquée car en pratique, la frontière entre les deux catégories est loin d'être évidente au sein de certaines communautés étudiées. Il en va de même s'agissant des sociétés modernes, à plus forte raison en période de croissance rapide, les historiens soulignant par exemple que des objets de consommation naguère considérés comme totalement inaccessibles pour le gros d'une population
pouvaient être tenus comme allant de soi et indispensables une ou deux générations plus tard. L'analyse a connu un regain d'intérêt dans les années 1970, toujours sous la houlette d'anthropologues, mais également d'archéologues et de préhistoriens, s'efforçant de saisir le rôle qu'avait pu jouer une nette accumulation dans l'avènement de structures sociales hiérarchisées. Des modèles en termes d'économie des biens de prestige, très influencés par les théories marxistes, ont été élaborés. Ils envisagent en quoi la monopolisation de certaines matières premières, la valeur ajoutée via un travail de transformation, l'exhibition ostentatoire des productions réalisées, ou encore les trocs stratégiques avec des communautés plus ou moins éloignées, ont pu contribuer à l'apparition de systèmes inégalitaires. Ce genre de schéma matérialiste s'est vu largement remis en cause par l'anthropologie culturelle. Loin de tout réductionnisme, cette veine entend accorder l'importance qu'elle mérite aux logiques de sens entourant les biens prestigieux. Cela incite à les appréhender sous de nombreuses facettes, qu'il s'agisse de purs signes ou d'objets utiles, qu'ils soient indivisibles ou répartissables. C'est ce que je vais proposer ici à titre liminaire, tâchant de répertorier l'ensemble des propriétés à même de concourir à leur distinction. Je commencerai par quelques dimensions inhérentes. Les biens de prestige peuvent être éphémères ou éminemment durables, la fugacité de certains résultant de leur caractère périssable. Des fleurs fraîches constamment renouvelées dans les grandes demeures ou les palaces représentent une bonne illustration d'un signe distinctif jouant de ce critère. L'on pense aussi au parfum, qui doit être continuellement réappliqué sur la peau. Fréquemment, la brièveté sera liée au fait qu'il y a disparition dès qu'il y a consommation. L'exemple le plus évident étant bien sûr celui de la nourriture et des boissons, qui sont cependant susceptibles de se conserver plus ou moins longtemps avant d'être absorbées. Une troisième forme de durabilité limitée concerne la location. Si un individu loue une Lamborghini et une chambre au Burj Al Arab de Dubaï, celles-ci subsisteront bel et bien, mais d'autres en auront la jouissance, thème passible de recevoir un traitement sociologique. Enfin, certains objets sont appelés à n'être utilisés qu'une seule fois, la robe de mariée en mains environnements culturels, ou être considérés comme dévalorisants car démodés, ce qui analytiquement parlant constitue d'autres cas de figure encore. À l'opposé, il est des biens qui traversent les siècles et se transmettent génération après génération en une sorte de postérité éternellement renouvelée. On entre ici dans le domaine d'une distinction de la patine, de l'usure vénérable contribuant au statut, quitte à ce que des modifications soient effectuées. Ceci m'amène à un second sous-thème relativement proche, celui de la solidité par rapport à la fragilité, l'une comme l'autre pouvant avoir un caractère distinctif. Le sujet est plus complexe qu'il n'y paraît, certains biens d'allure robuste se révélant assez vulnérables aux incendies, aux dégradations, etc., compte tenu de leur composition ou de leur exposition. En troisième lieu, il importe de raisonner en termes d'objets lourds ou légers. Ce qui est massif, imposant, sera susceptible d'impressionner certes, mais pourra aussi s'avérer encombrant, difficilement déplaçable, voire intransportable. Ces aspects sont dignes d'intérêt en ceci qu'ils ouvrent tout un champ de réflexion sur la flexibilité, les possibilités de métamorphose ou pas. Les biens légers et de petite taille ont leurs avantages. En cas de fuite précipitée, mieux vaut posséder des bijoux que des lingots. Cette référence conduit à un dernier point, toujours s'agissant des propriétés inhérentes. Quand bien même certains artefacts en matière précieuse auraient été admirablement travaillés, la question est de savoir si l'attirance à leur endroit se trouve liée à leurs composants avant tout. Un magnifique vase en cristal, s'il se brise, n'a plus la moindre valeur. En revanche, l'on sait que l'argenterie royale pouvait être fondue afin de financer des campagnes militaires, autrefois. Ce genre de dualité débouche sur deux types de distinctions potentielles, l'un sensible en priorité à la substance et le second à d'autres logiques d'appréciation. À la limite, dans le deuxième cas, constate-t-on parfois une prédilection pour des objets sans valeur intrinsèque aucune, mais qui sont extraordinairement estimés en vertu de conventions purement esthétiques,
tels certains bols en bambou utilisés dans le cadre de la cérémonie du thé au Japon. Une toute autre manière d'aborder les biens de prestige consiste à considérer leur origine qui peut être de l'ordre de l'autoproduction locale, du butin de guerre, du tribut, de pratiques d'échange, du don, de l'extorsion à des subordonnés, de la commande, de l'achat à des fournisseurs, etc. Un aspect important d'un point de vue comparatif revient à déterminer dans quelle mesure les produits exotiques sont prisés. Assez couramment, l'on observe un engouement extrême pour ce qui n'est pas disponible chez soi. Des recherches anthropologiques nous montrent qu'en Polynésie et en Amérique centrale notamment, certains biens semblaient d'autant plus pourvus d'aura qu'ils étaient associés à de mystérieux horizons. La capacité de les acquérir présupposait d'avoir les moyens d'organiser de lointains périples et de détenir des produits suffisamment attractifs pour être troqués. Les spécialistes de la fin de la période préhistorique font état de circulation sur des distances étonnantes, denrées exceptionnelles qu'avaient au fait de s'approprier les élites autochtones. La question qui se pose étant de savoir si les produits importés avaient des équivalents locaux ou non. L'on vérifie aussi combien des conquérants ont pu se révéler conquis par leur conquête, adoptant non seulement un style de vie, mais nombre d'objets découverts sur place. Cependant, il est des cas de rejet systématique et dédaigneux de presque tout ce qui provient de l'extérieur, à l'instar de certaines dynasties chinoises, mais encore de biens qui ne semblent appréciés que très localement, ou des phénomènes d'altération délibérée, peut-être dans le but de neutraliser le caractère étranger de ce qui est introduit. Dès l'Antiquité, l'on repère par ailleurs des objets dont le prestige découle du fait qu'ils ont précédemment appartenu à de célèbres personnages, induisant des généalogies impressionnantes censées rejaillir sur la notoriété du possesseur du moment. Plusieurs cités commencent alors à être identifiées comme le lieu de production d'artefacts de qualité infiniment supérieure dont on pouvait se targuer. Ceci pousse à prendre en compte d'autres propriétés des biens luxueux, liées à leur fabrication, mais également à leur protection, leur entretien, voire d'éventuelles possibilités de rénovation. Il en est qui ont jadis acquis un remarquable attrait eu égard à la difficulté à travailler certaines matières premières, ivoire, ou de les obtenir, safran, spondyle. De nos jours, face à la production de masse, l'artisanat haut de gamme, fournissant des réalisations sur mesure et imposant de longs délais d'attente, s'est fort bien joué d'une nouvelle quête de la précellence, où la rareté et la cherté dopent paradoxalement la demande. Cet angle d'approche invite à étudier ce qui entoure l'objet de très grand prix. Je pense ici à la thématique de l'étui, de l'écrin majestueux, qui relève souvent de logiques avant tout symboliques, procurant une sorte de redoublement de la distinction, mais ont aussi une indéniable utilité parfois, répondant à un souci de mise à l'abri. La question de l'entretien périodique de matériaux particulièrement délicats, ou de grande dimension, offre des pistes intéressantes. Enfin, l'on ne saurait négliger les restaurations, voire l'embellissement des biens de prestige. Certains, comme les bijoux, se prêtent mieux à cet exercice que d'autres. L'objectif visé peut être d'œuvrer à une véritable amélioration, mais il correspond fréquemment surtout à un désir d'appropriation. Qui dit signe extérieur de supériorité, dit visibilité. Toutefois, s'aventurer sur ce terrain incontestablement primordial requiert d'élaborer des problématiques sophistiquées. On le sait depuis au moins les écrits d'Herbert Spencer, le dissimuler comme l'exhiber sont susceptibles d'exprimer la majesté, maintenir à l'abri des regards pouvant conférer une relative sacralité. La présence imaginée d'une demeure totalement masquée par de hauts murs est à même d'impressionner tout autant que la villa du magnat, ayant fait couper l'ensemble des arbres alentour, de façon à lui donner un maximum d'éclat. Je ferai également remarquer que si des catégories de biens ont a priori davantage de visibilité que d'autres, il convient de raisonner parfois au sein même de celles-ci. Les véhicules, par exemple. Il n'est que de songer à la décapotable permettant de voir le conducteur et qui l'accompagne, en contraste avec la limousine aux vitres teintées. De plus, maint détail distinctif suppose d'être observé d'extrêmement près pour être réellement apprécié.
La finesse d'un éventail ne sera discernable qu'à quelques centimètres. J'ajoute que la différenciation entre des espaces privés et l'univers public est loin d'être toujours pertinente. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.